Bonjour, bienvenue nouveau numéro de Défense sur I24 News. On s'intéressera notamment dans cette émission au nouveau visage des services secrets israéliens. C'est parti pour Défense. Et tout d'abord, focus donc sur le nouveau patron du Mossad, Yossi Cohen. C'est son nom, il a 54 ans, il a passé près de 30 ans dans les rangs du service de renseignement extérieur israélien. Il en deviendra le 12e directeur, c'est prévu pour janvier prochain. Voici son portrait, les signale Alexandre Leduc. Yossi Cohen, surnom le mannequin, toujours la même photo, pour un homme disposant d'une centaine de passeports. Né en 1961 dans une famille sioniste religieuse de Jérusalem. La famille du père de Yossi Cohen y est établie depuis 8 générations et a contribué à la fondation du quartier de Mea Sharim, la famille de la mère de Cohen, depuis 7 générations. Yossi Cohen est père de 4 enfants. Un de ses fils, handicapé, né avec une paralysie du cerveau, a quand même terminé le cours des officiers de Tsahal. La détermination, un des traits de caractère de la famille Cohen. Yossi Cohen a étudié dans la yeshiva Or Tzion du rabbin Druckmann. En 1984, âgé de 22 ans, Yossi Cohen débute une carrière qui le mènera au sommet des services de renseignements extérieurs israéliens. Il intègre le Mossad. Dès son entrée dans le service, la seule recrue à porter une kippa est formée au recrutement et au contrôle d'agents traitants. Le renseignement humain, une fonction dans laquelle il excelle grâce à un charisme, un sang-froid et une force de persuasion hors du commun, qui lui permettront de diriger le service Tzomet durant de nombreuses années. Sous ses ordres, cette prestigieuse unité obtiendra le prix sécurité d'Israël. Yossi Cohen dirige ensuite le service Keshet du Mossad, responsable du renseignement technologique, puis devient en 2011 le numéro 2 du service de renseignement israélien. En 2013, à la suite de plusieurs désaccords avec le directeur Tamir Pardo, Yossi Cohen démissionne et devient conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahou. En tant que nouveau chef des services de renseignements extérieurs israéliens, Yossi Cohen devra faire face à 2 défis majeurs, le programme nucléaire iranien et la menace grandissante des groupes sunnites fondamentalistes aux frontières sud et nord d'Israël, avec selon les experts un objectif principal pour Cohen, développer les capacités opérationnelles du Mossad, délaissé depuis de nombreuses années, au profit des investissements technologiques. Voilà donc pour le portrait de Yossi Cohen. On va approfondir avec vous, Mathias Inbar. Bonjour. Bonjour Daniel. Que sait-on de plus sur la personnalité du nouveau patron du Mossad ? Alors avant de parler de sa personnalité, je vais vous dire une qualité, c'est le mannequin. C'est la manière en tout cas dont il est appelé dans cette grande maison que représente le Mossad. Mais vous vous en doutez sans doute, Daniel, il a d'autres qualités que celle de son physique. Et Yossi Cohen, tout d'abord, il est proche du Premier ministre. C'est lui qui était en avant première ligne surtout de la lutte anti-nucléaire iranien proposée par Benjamin Netanyahou. Il connaît et il a grandi surtout dans cette maison du Mossad, 30 ans, plus de 30 ans dans le Mossad. Il connaît tous les départements et tous les départements. Il a surtout dirigé le département des opérations spéciales. Vous le savez combien elles sont très importantes, ces opérations au sein du Mossad. Et puis, dernière qualité, c'est celle de connaître finalement et d'être proche des 2 postes clés aujourd'hui des responsables de sécurité en Israël, à savoir le chef de la police actuelle qui vient d'être nommé Roni Elrich et surtout le chef du Shabak, les chefs de service secret intérieur, Yoram Cohen. Une précision, ils sont tous les 3 en tout cas issus du monde religieux. 2 portent la kippa, ce sont les 2 derniers nommés. Et pour parler de Yossi Cohen, pour être tout à fait complet, il a dit que seul en Israël, Dieu pouvait créer des miracles. Et les mannequins aussi peut-être. Exact. Des mannequins religieux ou pas. Qu'est-ce que ça implique en tout cas cette nouvelle nomination au niveau international pour Israël ? Bonne question. Tout simplement parce qu'il veut insuffler une relation internationale, une vision internationale, Yossi Cohen. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il était interrogé par l'une des commissions parlementaires de la Knesset, le Parlement israélien. La place d'Israël dans le Proche-Orient devient de plus en plus un défi, mais se renforce grâce à la collaboration que nous entretenons avec nos voisins. Nous avons un intérêt économique et stratégique tout aussi important à développer via ce lien avec nos alliés et nos voisins. Il cherche donc à continuer, bien évidemment, les opérations spéciales et secrètes du Mossad dont je parlais à l'instant, mais surtout à l'image de ses nombreux déplacements ces derniers mois, cette dernière année avec Benjamin Netanyahou. Il connaît parfaitement également ses ex-futurs homologues. Quand je parle d'ex-futurs homologues, Condoleezza Rice, Susan Rice, la chef de la sécurité nationale,
aux États-Unis. Il connaît parfaitement également ses homologues russes, puisqu'il était du voyage avec Benyamin Netanyahou au Kremlin récemment. Et donc, il parle parfaitement anglais. Il connaît très bien tout ce petit monde, si j'ose dire, des opérations secrètes. Et il comprend et parle parfaitement le français, Daniel. Alors ça, justement, ça va avoir une influence peut-être dans la coopération entre les services secrets israéliens et français ? Mais surtout actuellement, puisque vous le savez, bien évidemment, depuis on a on a commémoré les 1 mois des attentats du 13 novembre dernier de Paris. Et dans cette lutte antiterroriste qui se globalise aujourd'hui, il est très important de parler la langue de ses interlocuteurs. Et surtout, ce n'est pas un parachuté politique, Yossi Cohen. Il connaît tout ce petit monde et il voudra sans doute s'adresser, prouver qu'il a encore des liens avec les hommes des opérations et des actions spéciales de la DGSE, les services secrets extérieurs. Il était en place en France et en Belgique. Voilà pourquoi cette qualité en plus lui permettra d'aller vite et de travailler vite surtout. Donc a priori, bon choix de Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup de Mathias Inbar pour cette interview. Autre actu défense de la semaine, Israël a testé avec succès son système de missiles antimissiles Arrow 3, missile qui est capable d'intercepter très tôt dans l'atmosphère un engin tiré depuis une longue distance, qui sous-entend évidemment depuis le territoire iranien. Maxime Pérez. Il fallait être matinal pour assister au lancement du système Arrow 3. Le temps du tir d'essai, la plage de Palmachim au sud de Tel Aviv a été fermée aux visiteurs et la mer a été placée sous l'étroite surveillance de garde-côtes. À 8h11, le missile a finalement pris son envol vers la Méditerranée avant de disparaître au bout de quelques instants dans l'atmosphère. C'est là qu'il est parvenu à intercepter un projectile tiré depuis un chasseur F-15 à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Après plusieurs tentatives infructueuses, un succès, le premier du genre pour le système antimissile Arrow 3, développé conjointement par Israël et les États-Unis. Associé à l'américain Boeing, le groupe IAI, fleuron de l'industrie aéronautique israélienne, est à l'origine de ce système censé répondre à la menace des armes de destruction massive. Si sa première version a été conçue dans les années 90 pour contrer les missiles Scud irakiens de Saddam Hussein, le Arrow 3 doit permettre de neutraliser les vecteurs balistiques de type Shahab développés par l'Iran et qui sont régulièrement testés par les gardiens de la Révolution. La force du Arrow 3 s'appuyait sur une panoplie de radars ultra performants déployés aussi bien en Israël que dans la région du Golfe par les États-Unis. Relié à des satellites, le système offre un meilleur traçage d'un missile ennemi prenant la direction du territoire israélien. Même s'il n'est pas encore opérationnel, le système Arrow 3 vient renforcer le bouclier antimissile israélien qui compte déjà le système Patriot, dédié désormais à l'interception de drones et d'avions de combat. Le dôme de fer, très performant pour répondre aux tirs de roquettes de courte portée du Hamas et du Hezbollah. Un bouclier antimissile qui intégrera également l'an prochain le système Baguette Magique, conçu spécifiquement pour détruire les roquettes de moyenne portée et les missiles de croisière. Immersion à présent au sein de cette unité française qui combat l'État islamique au sol en Irak. Il ne s'agit pas tout à fait de l'armée française, mais d'anciens soldats volontaires partis s'engager aux côtés des Kurdes pour combattre l'État islamique. Ils ne sont qu'une poignée, mais leur présence est aussi très symbolique, comme nous l'explique Mel Benoliel. Ils se font appeler Unité 732. En référence à la date de la bataille de Poitiers remportée par les Francs chrétiens contre les Sarrasins musulmans. Ces soldats sont français même s'ils ne revêtissent pas l'uniforme de l'armée de leur pays. Car ces volontaires servent aux côtés des Peshmerga au Kurdistan dans le nord de l'Irak. Ils sont venus leur prêter main forte dans leur lutte contre l'État islamique. Ils sont 6 volontaires au total à composer cette unité. Tous ont une solide expérience militaire et du maniement des armes. Même si la meilleure des armes de ces Français pour le général Peshmerga qui les commande, c'est ce drone commercial qu'ils ont ramené dans leur bagage. Ils ont la connaissance du terrain. Nous, on a une formation qu'on a eue au cours de nos années, qu'on leur apporte. Et en fait, étant donné qu'ils sont demandeurs, en fait, ils apprécient beaucoup ce qu'on leur donne. Et en général, ça se passe très bien. Les liens avec la France sont forts dans cette région autonome. Encore plus depuis que les avions de chasse français participent à la coalition internationale anti-djihadiste. À savoir que dans cette région, les Français sont très très bien perçus.
On est très bien accueillis suite aux frappes aériennes du gouvernement français. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, on est très très bien vus. Pour le général Abdelkader, ces 6 hommes sont un exemple à suivre, même si leur action est avant tout symbolique. Le petit contingent n'est pas là pour suppléer l'absence de troupes françaises combattantes au sol. Nous remercions tous ceux qui essaient de soutenir le peuple kurde et les unités Peshmerga contre les offensives violentes de l'État islamique. Nous demandons au monde entier d'accroître son soutien aux forces Peshmerga pour que l'on soit capable d'expulser les terroristes de l'EI de cet endroit. Partis pour une mission de 3 mois, les membres de l'unité 732 ne seront pas inquiétés par la justice à leur retour en France. Car ils ne combattent pas au sein d'une organisation classée terroriste, à la différence des 1700 Français ayant rejoint l'État islamique en Syrie et en Irak. Et toujours à propos de la lutte contre l'État islamique, ce rapport d'Amnesty International qui pointe du doigt les filières dangereuses qui ont permis aux djihadistes de se constituer cet arsenal militaire aussi impressionnant. Voici les grandes lignes de ce rapport, c'est avec Myriam Aman. L'organisation de l'État islamique a la capacité d'armer 3 divisions d'une armée conventionnelle, c'est-à-dire 40 à 50 000 soldats. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport d'Amnesty International, selon lequel les djihadistes auraient entre leurs mains des armes classiques comme des pistolets, des armes de poing, mais aussi des mitrailleuses, des armes anti-chars, des mortiers, des fusils d'assaut et même des systèmes de missiles anti-aériens, des missiles guidés anti-chars et des véhicules blindés. Ces armes proviennent des stocks irakiens pillés par les djihadistes lors de la prise de Mossoul, de Fallujah, de Ramadi ou encore de Tikrit. Toutes ces armes qui appartiennent à l'armée irakienne proviennent de 25 pays différents, de Russie, des États-Unis ou encore de certains pays européens. Les stocks d'armes des Irakiens ont gonflé durant la guerre Iran-Irak dans les années 80. L'Irak a également été inondé d'armes après l'intervention conduite par les États-Unis en 2003. Le flux s'est poursuivi grâce aux accords conclus dans la foulée du retrait américain d'Irak en 2011. Amnesty International s'inquiète également de la probabilité que les djihadistes aient réussi à mettre la main sur des F-16 livrés par les États-Unis entre 2011 et 2013. Toujours selon le rapport, l'organisation terroriste ne se contente pas de l'arsenal de l'armée irakienne. Elle intercepte également des convois d'armes envoyés en Syrie par la coalition à l'armée syrienne libre. Toutes ces armes ont permis à l'organisation État islamique de gagner de nouveaux territoires, mais également de perpétrer ces massacres. L'armée envers et contre tout. On va clôturer cette émission avec l'histoire de ce soldat israélien d'origine américaine qui continue de servir dans les rangs de Tsahal malgré une très grave blessure lors de l'opération Plomb Durci en 2009 à Gaza. Le récit de Joseph Emmanuel. Commandant, autorisation de tirer, feu. Il y a quelques heures, il atterrissait après un long vol de nuit de New York et déjà, il porte l'uniforme, entouré de ses amis. Izi Azag, 24 ans, a perdu son bras lors de l'opération Plomb Durci en 2009, mais même lourdement atteint, ça ne l'a pas empêché de continuer à se battre sur le front, ni de partir en exercice sur le terrain. En janvier 2009, Izi change de vie et vient vivre en Israël depuis l'Amérique, spécialement pour réaliser son rêve, s'enrôler dans l'armée. En pleine opération Plomb Durci, un obus de mortier explose à quelques mètres de lui. Il sera amputé, mais il insiste pour continuer l'armée et devenir le premier soldat lourdement handicapé à continuer à servir dans une unité combattante. L'armée accepte, elle lui fabrique même une arme adaptée. Après son service militaire, Izi repart vivre aux États-Unis, mais plusieurs fois par an, il rentre en Israël pour effectuer sa période de réserve. Justement, dans ces moments où je rentre pour la période de réserve, ma vie est beaucoup plus simple après aux États-Unis. Je me souviens de ces nuits passées sous la pluie, le froid, et tout devient plus simple. Je ne fais pas que donner au pays, je reçois beaucoup plus. Non, on ne l'aide pas, il fait tout seul, il est complètement indépendant. Dans la société israélienne d'aujourd'hui, ça sort vraiment de l'ordinaire. Je peux dire que c'est phénoménal. Il a choisi de s'engager, de servir, alors qu'il avait totalement la possibilité de ne pas le faire, particulièrement après ce qui lui est arrivé. Ce n'est vraiment pas courant, c'est un héros.
Je pense être tout sauf un héros. Je vois des amis qui servent comme réservistes jusqu'à 45 ans. Ils ont une femme, une famille. Venir ici quelques semaines depuis les États-Unis pour servir, c'est juste un billet d'avion à acheter. Mais partir à la guerre quand tu as des enfants à la maison, eux, ce sont des héros. Dans 2 semaines, Izzy termine sa période de réserve. Il retournera aux États-Unis, mais il espère que son prochain voyage sera celui de son installation définitive en Israël pour peut-être construire une famille. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. Soyez là.